Elle n'était qu'une pauvre fille, agenouillée au bord d'une rivière solitaire, lavant les vêtements des autres avec des mains ensanglantées et un cœur silencieux. Moquée, ignorée et traitée comme si elle ne valait rien, elle s'accrochait à un vieux collier, son seul héritage. Mais un matin ordinaire, un étranger arriva. À l'instant où son regard se posa sur ce collier, son monde s'effondra. Qu'a-t-il vu pour faire trembler un homme puissant? Quel secret était enfoui dans ce petit bijou? Et comment une fille rejetée par tout le village est-elle devenue la femme devant laquelle un milliardaire s'agenouillerait? Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire prouve que le destin n'oublie jamais et que la vérité finit toujours par revenir. Amina apprit la signification de la souffrance bien avant de comprendre celle de l'espoir. Dans le village d'Odama, le matin ne venait pas avec du réconfort ou de l'excitation pour elle. Il arrivait avec l'air froid, des os endoloris et la peur silencieuse d'une nouvelle longue journée sans gentillesse. Avant même que le premier coq ne chante, elle était déjà réveillée, assise sur le sol nu contre un mur de terre fissuré, attachant le bord lâche de son pagne délavé avec des doigts tremblants. La faim nouait son ventre, vive et impatiente. Mais elle l'ignorait, comme elle avait appris à ignorer tant d'autres choses. De l'intérieur de la maison surgit la voix dure de sa tante Ramona, fendant le calme de l'aube comme une lame. « Imana, tu dors pendant le service? Lève-toi tout de suite. » Amina sursauta et se leva rapidement. Elle savait qu'il ne fallait pas tarder. Dans cette maison, le retard était considéré comme une rébellion. Elle se hâta vers le coin où se trouvait une grande bassine en plastique remplie de vêtements sales qui ne lui appartenaient pas. Chemises, pagnes, uniformes d'enfants, tous jetés là sans ménagement. Ramona apparut à l'entrée, les bras croisés, le regard dur et hostile. « Tu vas tout laver avant que le soleil ne devienne trop chaud, » dit-elle. « Et je ne veux aucune plainte des propriétaires. Si un seul vêtement est sale, tu auras affaire à moi. »« Oui, maman, » répondit Amina doucement en baissant les yeux. Alors qu'elle se penchait pour soulever la bassine, le regard de Ramona tomba sur le petit collier reposant sur la poitrine d'Amina. La chaîne était fine, vieille et terne. Pourtant, Amina ne l'enlevait jamais. Ramona siffla d'agacement. « Encore ce truc inutile. Un jour, ce sera la cause de tes problèmes. » Les doigts d'Amina se refermèrent instinctivement sur le pendentif. « C'était à ma mère, » murmura-t-elle. Ramona ricana. « Ta mère est morte. Ça aurait dû mourir avec elle. Maintenant, avance. » Amina ne répondit pas. Elle posa la bassine sur sa tête et sortit de la concession, ses pieds nus touchant la terre fraîche du sentier du village. Le ciel était pâle et assuré, et une brume légère flottait au-dessus des champs. En chemin, les villageois passaient sans la saluer. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec agacement, et quelques-uns avec un mépris ouvert. Elle y était habituée. À Odama, Amina n'était pas seulement pauvre, elle était indésirable. On l'appelait par des noms quand on pensait qu'elle n'entendait pas. Orpheline, fardeau, malchance. Certains disaient que sa mère était morte pour avoir offensé les esprits. D'autres croyaient qu'Amina portait une malédiction. Personne ne se souvenait que sa mère avait autrefois été gentille, douce et respectée. La mort avait effacé ce souvenir, ne laissant derrière elle que la cruauté. La rivière l'accueillit avec son odeur familière de terre humide et de feuilles vertes. Elle coulait calmement, indifférente à la souffrance humaine. Pourtant, c'était le seul endroit où Amina se sentait en sécurité. Ici, personne ne lui criait dessus. Ici, l'eau écoutait sans juger. Elle s'agenouilla sur la berge, retroussa ses manches et plongea ses mains dans l'eau froide. Le choc lui coupa le souffle, mais elle ne recula pas. Elle se mit à laver, frottant, rinçant, tordant, frappant les vêtements contre une pierre plate. Ses doigts étaient rugueux, crevassés par des années de travail, et de petites plaies s'ouvraient facilement. Le savon brûlait sa peau. Pourtant, elle continuait. Les vêtements appartenaient à des gens qui reconnaissaient à peine son existence, mais elle les lavait comme s'ils comptaient, car dans son monde, l'effort était sa seule valeur. À mesure que le soleil montait, la berge devenait plus animée. Des femmes arrivaient, bassines sur la tête, riant et bavardant. Certaines saluaient Amina, beaucoup l'ignoraient, et quelques-unes murmuraient dans son dos.
Deux jeunes filles de son âge passèrent, les cheveux soigneusement tressés, les sandales propres. L'une rit doucement. « Regarde comment elle vit ici, comme si la rivière lui appartenait, dit-elle. Qui voudra l'épouser ?» L'autre répondit, « Seule la fin la suit. » Amina garda les yeux sur l'eau. Elle avait appris que le silence était parfois le bouclier le plus fort. Pourtant, quelque chose se resserra en elle, non parce qu'elle cherchait leur approbation, mais parce qu'elle voulait simplement être vue comme un être humain. À midi, son dos la faisait souffrir et son ventre brûlait de faim. Elle avait déjà lavé des vêtements pour 3 familles différentes. La sueur se mêlait à l'eau de la rivière sur sa peau, et son pagne collait lourdement à ses jambes. Elle se leva pour s'étirer, et le monde tourna brièvement. Elle s'agrippa à une racine d'arbre pour garder l'équilibre, respirant lentement jusqu'à ce que le vertige passe. Ses doigts frôlèrent son collier et elle le serra doucement, comme une prière. Un souvenir refit surface sans prévenir. Sa mère, allongée faiblement sur une natte, la voix faible mais déterminée. « Amina, n'enlève jamais ce collier, » avait-elle dit. « Peu importe à quel point la vie devient difficile. C'est ta preuve. » « La preuve de quoi ?» avait demandé Amina. Sa mère avait seulement souri tristement. « Un jour, tu comprendras. » Le souvenir s'estompa, laissant derrière lui une douleur creuse. Amina reprit sa lessive, ignorant qu'en ce jour-là, la rivière n'était pas la seule témoin. Des pas s'approchèrent derrière elle, plus lourds que ceux qu'elle avait entendus jusque-là. Elle se retourna vivement, sur ses gardes. À quelques pas se tenait un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était grand, large d'épaules, vêtu simplement, mais quelque chose chez lui ne correspondait pas au village. Son visage était sérieux, ses yeux profonds, chargés d'un poids qu'Amina ne savait nommer. « Bonjour, monsieur, » dit-elle prudemment. L'homme ne répondit pas immédiatement. Son regard glissa lentement de son visage à la bassine, puis à ses mains, avant de s'arrêter net sur son collier. Amina sentit un frisson étrange la parcourir. L'homme fit un pas, puis un autre, comme attiré par quelque chose d'invisible. Sa respiration changea. « Où as-tu eu ce collier ?» demanda-t-il d'une voix basse et tremblante. « Ma mère me l'a donné, » répondit Amina. L'homme avala difficilement sa salive. « Comment s'appelait-elle » Amina hésita, puis répondit. Elle s'appelait Incamp. La couleur quitta le visage de l'homme. Il recula légèrement, les yeux envahis de douleur. Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait tomber. Le cœur d'Amina se mit à battre à toute vitesse. « Monsieur, ça va ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Il la fixait comme s'il voyait un fantôme. Sa main se leva à moitié vers le collier, puis retomba. « J'ai connu une femme, » murmura-t-il, qui portait exactement ce même collier. Le souffle d'Amina se coupa. « Vous connaissez ma mère ?» L'homme ferma brièvement les yeux, comme s'il luttait contre une tempête intérieure. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « J'aurais dû revenir, » dit-il doucement. Avant qu'Amina ne puisse poser une autre question, il se détourna et s'éloigna rapidement, les épaules tendues. Elle le regarda disparaître sur le sentier, les mains tremblantes. La rivière continuait de couler, calme et inchangée. Mais Amina resta figée, serrant son collier, consciente que quelque chose dans sa vie venait de basculer. Le passé avait parlé, et le destin venait de faire son premier pas vers elle. Amina ne dormit pas cette nuit-là. Même après que le village se fut plongé dans le silence et que les grenouilles commencèrent leur concert près du ruisseau. Son esprit rejouait sans cesse le regard blessé de l'étranger, fixé sur le collier comme s'il portait un nom qu'il avait enterré vivant. Elle était allongée sur une natte en raffia, dans un coin du salon de Ramona, fixant le plafond noirci par la suie. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait à nouveau sa voix. « J'aurais dû revenir. » Revenir d'où ? Revenir vers qui ? À l'aube, le pied de Ramona lui donna un coup sur le côté. « Lève-toi, espèce de paresseuse. La cour ressemble à une porcherie. » Amina bondit, plia rapidement sa natte. Elle balaya la poussière rouge, alla chercher de l'eau, alluma le feu de bois et remua une bouillie claire pour Ramona et ses 2 enfants. L'odeur lui tordait l'estomac,
mais elle savait qu'il ne fallait pas demander une tasse. Quand ils eurent fini, la marmite était vide. Amina la rinça quand même, léchant discrètement une fine trace sur la cuillère en bois quand personne ne regardait. Ce matin-là, Ramona l'envoya chez Madame B avec un panier de vêtements lavés. Madame B était l'une des femmes les plus riches d'Odama. Grande voix, grand orgueil, grand mépris. Quand Amina arriva, Madame B se tenait sur la véranda, mâchant de la cola amère et l'examinant comme si elle était de la saleté. « Alors, c'est toi qui laves les uniformes de mes enfants ?» dit Madame B. « Si je sens l'humidité, tu paieras. »« Oui, maman, » répondit Amina. Les yeux de Madame B descendirent vers la poitrine d'Amina. « Encore ce collier? Où l'as-tu volé ?» Le cœur d'Amina bondit. « Je ne l'ai pas volé, maman. Il appartenait à ma mère. » Madame B renifla. « Ta mère, celle qui est morte sans rien. Les femmes pauvres ne portent pas de l'or. » Elle attrapa le pendentif et tira violemment. Une douleur fulgurante traversa le cou d'Amina. Amina cria, tenant la chaîne à deux mains. « S'il vous plaît, supplia-t-elle. C'est tout ce que j'ai. » Madame B tira encore plus fort, jusqu'à ce que la chaîne s'enfonce dans la peau d'Amina. « Alors donne-le à quelqu'un qui le mérite. » Amina fit alors la seule chose qu'elle faisait rarement, elle résista. Pas avec des coups, mais avec le désespoir. Elle s'agrippa au collier comme si c'était la main de sa mère. Les larmes coulaient. « S'il vous plaît, maman, non. » Le visage de Madame B se crispa d'irritation. Elle poussa Amina en arrière. Amina trébucha, tomba de la véranda et s'écroula au sol. Le panier se renversa. Les uniformes soigneusement pliés se répandirent dans la poussière rouge. Madame B siffla. « Regarde-moi cette chèvre maladroite. Ramasse mes vêtements, maintenant. » Amina s'agenouilla aussitôt, essuyant la poussière du tissu avec des doigts tremblants, s'excusant jusqu'à ce que sa gorge brûle. Quand elle eut fini, Madame B lui lança un sachet d'eau. « Prends. Et ne dis pas que je suis méchante. » Amina saisit le sachet, ne sachant pas si elle devait pleurer ou rire. Même la pitié, à Odama, venait toujours accompagnée d'humiliation. Sur le chemin du retour depuis la rivière, Ramona remarqua la marque rouge et vive sur le cou d'Amina. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» lança-t-elle sèchement en s'approchant. La paume d'Amina couvrit aussitôt le pendentif. Les yeux de Ramona s'aiguisèrent, avides. « Alors, tu te battais pour ce collier. Enlève-le et donne-le-moi tout de suite. » Amina secoua la tête, la peur lui serrant la gorge. Ramona se jeta sur elle. Amina esquiva et courut vers l'arrière-cour, se faufilant derrière l'abri des chèvres. Elle enfouit la chaîne plus profondément sous son corsage, haletante, écoutant Ramona piétiner, jurer et fouiller partout. Quand les pas s'éloignèrent enfin, Amina sortit en rampant, les genoux couverts de poussière, et se fit une promesse silencieuse. Personne, ni Ramona, ni Madame B, ni qui que ce soit ne lui arracherait encore le dernier cadeau de sa mère. Elle rentra tard, et la colère de Ramona l'attendait. « Où étais-tu passé ?» cria Ramona. « Tu me prends pour ta camarade. » Amina tenta d'expliquer, mais la gifle arriva la première, puis une autre. Ramona la projeta contre le mur. « S'ils se plaignent de toi, je t'enverrai loin d'ici. Tu entends? Je t'enverrai en ville, là où les filles disparaissent. » Amina sentit le goût du sang dans sa bouche et hocha la tête, les yeux baissés. « Oui, maman. » Ce soir-là, pendant que Ramona mangeait la soupe et le foufou avec ses enfants, Amina était assise dehors près de l'abri de cuisson, mâchant du manioc bouilli qu'elle avait supplié Mama Kudara de lui donner. Le manioc était dur, mais il lui permettait de tenir debout. Au-dessus d'elle, le ciel était immense, rempli d'étoiles trop pures pour le monde sale d'en bas. Elle toucha son collier et murmura. « Maman, quelle est cette preuve ?» La réponse arriva sous forme de souvenir, vive et soudaine. Elle avait de nouveau 7 ans, assise près de sa mère sous ces mêmes étoiles. La voix de sa mère était douce, comme un secret. « Amina, avait-elle dit, si un jour tu vois un homme regarder ce collier comme s'il avait vu la mort, ne fuis pas. Écoute. Pose des questions. Certaines personnes portent des promesses dont elles ont honte.
Est-ce mon père? Avait demandé la petite Amina. Sa mère avait marqué une pause, puis secoué lentement la tête. Un homme qui m'a aimé autrefois. Un jour, il cherchera la vérité. La poitrine d'Amina se serra. L'étranger n'était donc pas là par hasard. Il faisait partie d'une histoire que sa mère n'avait jamais terminée. Le lendemain, Amina retourna à la rivière. Pas parce que Ramona le lui avait ordonné, mais parce que son cœur avait besoin de réponses. Une brume flottait au-dessus de l'eau. Amina frottait les vêtements, un œil constamment posé sur le sentier, guettant le retour de l'étranger. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait vraiment. La peur, l'espoir, la colère, peut-être tout à la fois. Quand des pas se firent enfin entendre, ils lui semblèrent familiers. Amina leva la tête trop vite, le souffle coupé. Mais ce n'était que Sey, un garçon du village connu pour ses bêtises. Il ricana. « Mina, j'ai entendu dire qu'un grand homme est venu te marchander hier. » Les joues d'Amina s'embrasèrent. « Laisse-moi tranquille. » Sey s'accroupit près d'elle, les yeux cruels. « S'il t'emmène en ville, pense à nous ici. Oh, et ne reviens pas avec la grosse tête. » Amina se leva, agrippant sa planche à laver. « Va-t'en. » Sey rit et s'éloigna, mais ses paroles laissèrent une ombre derrière lui. Et si l'étranger était riche? Et s'il avait reconnu le collier et voulait le lui prendre? Et s'il revenait, non pas avec des larmes, mais avec le pouvoir? À mesure que le soleil montait, la main d'Amina tremblait. Elle comprit quelque chose d'effrayant, le collier qui la protégeait pouvait aussi attirer le danger. Dans un village qui ne supportait même pas de la voir respirer, tout changement de destin serait jalousé. Elle essora le dernier vêtement et fixa la surface mouvante de la rivière. Son reflet semblait petit, fatigué, incertain. Pourtant, derrière ses yeux, autre chose commençait à naître, le courage. Si l'étranger revenait, elle ne s'inclinerait plus comme avant. Elle demanderait, elle exigerait la vérité que sa mère avait emportée dans la tombe. Et quelque part au-delà des arbres, le murmure d'un moteur de voiture se fit entendre sur la route du village, lent et luxueux, comme si quelqu'un revenait en prenant soin de ne pas se faire remarquer. Le chef Oena Adawal n'avait pas prévu de revenir à Odama. Dans son esprit, le village appartenait à une vie qu'il avait enterrée sous le succès, les contrats et les tours de verre. Pourtant, dès l'instant où il avait vu le collier sur la poitrine de la pauvre fille au bord de la rivière, tout ce qu'il avait passé des années à fuir s'était levé pour lui saisir la gorge. Toute la nuit, dans sa chambre d'hôtel à la périphérie de la ville, le sommeil refusa de venir. Le ventilateur au plafond tournait sans fin tandis que les souvenirs qu'il avait enfermés se rejouaient sans pitié. Un camp, son rire, sa fierté têtue, la façon dont elle portait ce collier comme un serment et non comme un bijou. Il se souvenait du jour où il le lui avait offert, promettant de revenir après avoir réglé des affaires en ville. Il se souvenait d'être parti avec une ambition brûlant plus fort que l'amour, et de n'être jamais revenu. Au matin, Oena sut une chose avec certitude, il ne pouvait pas repartir sans réponse. Il s'habilla simplement une fois encore, laissant son chauffeur derrière lui. À Odama, la richesse attirait l'attention, et l'attention amenait des questions auxquelles il n'était pas prêt à répondre. Il se mit en route vers la rivière à pied, le cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. Il se répétait qu'il n'était que curieux, que la coïncidence était possible, que de nombreux colliers existaient dans le monde. Pourtant, au fond de lui, il craignait la vérité, car elle portait le poids de son échec. De loin, il la vit. Amina était agenouillée au bord de l'eau, les manches retroussées, les mains bougeant avec un rythme régulier tandis qu'elle lavait les vêtements. La lumière du matin se posait doucement sur son visage, révélant la fatigue et une force silencieuse. Elle paraissait plus mince qu'il ne s'en souvenait à Kim, mais ses yeux portaient la même résilience calme. Oena s'arrêta derrière un arbre, observant sans se faire remarquer, l'étudiant comme un homme craignant qu'un seul mauvais geste ne brise la réalité. Elle travaillait sans se plaindre. Quand d'autres femmes arrivèrent, certaines la saluèrent, d'autres chuchotèrent et rirent. Une colère monta dans la poitrine d'Oena. Cette fille, quelle que soit sa véritable histoire, se tenait avec dignité malgré le fait qu'on la traite comme de la poussière. Cela le troublait.
Lorsqu'elle s'arrêta pour masser ses poignets endoloris, ses doigts effleurèrent le collier. Le souffle d'Oena se coupa. Le pendentif brilla brièvement, indéniable. Ses jambes fléchirent et il s'appuya contre l'arbre pour ne pas tomber. Il n'y avait plus de doute. Le destin n'avait pas simplement croisé sa route. Il avait attendu patiemment. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta de nouveau. Que dirait-il? J'aimais ta mère. Je l'ai abandonnée. Je suis désolé. Les excuses semblaient dérisoires face aux dégâts causés par le temps. Alors il resta en retrait, observant, écoutant, rassemblant un courage dont il n'avait jamais eu besoin dans les salles de conseil ou les tribunaux. Un garçon s'approcha d'elle, se moquant bruyamment. Les poings d'Oena se crispèrent. Il faillit intervenir, mais Amina tint bon, le regard ferme, la voix posée. Quand le garçon partit, Oena ressentit quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Elle n'était pas brisée. La vie l'avait pliée, mais ne l'avait pas écrasée. Plus tard, tandis que le soleil montait, Amina termina son travail et souleva sa bassine. Elle regarda autour d'elle et, pendant une brève seconde, leurs regards se croisèrent. Oena se figea. Il vit une lueur de reconnaissance, puis de méfiance. Elle hésita, comme si elle s'attendait à ce qu'il parle. La peur le submergea. Il n'était pas prêt. Il se détourna brusquement et reprit le chemin, le cœur battant comme celui d'un homme fuyant sa propre ombre. Cet après-midi-là, Oena resta assis dans sa voiture, fixant la route du village à travers le pare-brise. Son téléphone vibrait sans cesse, messages de la ville, réunions, contrats, échéances. Rien de tout cela n'avait d'importance. Pour la première fois depuis des années, le succès lui parut vide de sens. Quelle valeur avait la richesse si elle ne pouvait corriger ne serait-ce qu'une seule faute? Il posa des questions discrètement. Il apprit son nom, Amina. Il apprit qu'elle vivait chez sa tante, qu'elle lavait des vêtements pour survivre, que sa mère était morte pauvre et oubliée. Chaque détail lui transperçait le cœur un peu plus profondément. Un camp n'avait pas été protégé. L'enfant qu'elle avait laissé derrière, elle n'avait pas été épargnée par la souffrance. Oena posa son front contre le volant, la honte lourde dans sa poitrine. Ce soir-là, il retourna encore une fois à la rivière, espérant trouver Amina seule. L'endroit était calme, l'eau teintée d'orange sous le soleil couchant. Il resta là, répétant des phrases qui sonnaient creux même dans sa tête. Quand elle apparut, portant une bassine vide, son cœur bondit. Amina, l'appelait-il doucement. Elle s'arrêta et se retourna lentement. Ses yeux scrutèrent son visage, prudent mais curieux. « Monsieur ?» Il remarqua sa posture, prêt à fuir si nécessaire. « Je suis désolé pour hier, » dit-il. « Je suis parti brusquement. » Elle hocha la tête. « Vous avez demandé à propos de mon collier. » « Oui. » Il fit un pas prudent vers elle. « Ta mère, un camp, elle comptait énormément pour moi. » La prise d'Amina se resserra sur la bassine. « Les gens disent beaucoup de choses sur ma mère. » Oena avala difficilement sa salive. « Ils ont tort. » Un silence s'installa entre eux. La rivière murmurait, patiente. Oena voulait tout lui dire, mais la peur le retenait. Pas la peur du rejet, mais celle de la vérité. S'il parlait pleinement, il devrait affronter les conséquences de ses choix. « Je ne veux pas te déranger, » dit-il finalement. « Mais puis-je te reparler ?» Amina l'observa attentivement. Quelque chose dans ses yeux, le regret, la sincérité adoucit sa méfiance. « Si vous voulez parler, dit-elle, venez ouvertement. Je n'aime pas les secrets. » Ces paroles le frappèrent plus fort qu'un reproche. Elle se détourna et s'éloigna, le laissant seul au bord de la rivière, exposé et humilié. Lorsque la nuit tomba, Oena comprit quelque chose d'essentiel. Il ne s'agissait pas de récupérer le passé. Il s'agissait de responsabilité, de se tenir face à la vérité sans pouvoir ni excuse. Et pour la première fois depuis qu'il avait quitté Odama des années plus tôt, le chef Oena Adawal sut que la richesse ne le sauverait pas. Seule l'honnêteté le pourrait. Amina remarqua que le village avait commencé à l'observer. Cela se voyait dans les silences soudains après son passage, dans les chuchotements rapprochés des femmes du marché,
et dans le regard de Ramona qui glissait sans cesse vers la chaîne à son cou, avec une avidité presque affamée. Depuis le jour où l'étranger avait fixé son collier au bord de la rivière, Odama sentait le changement. Et le changement rendait toujours les gens soit plus gentils, soit plus cruels. Cet après-midi-là, le soleil était bas, peignant la rivière d'une couleur de bronze. Amina s'agenouilla sur sa pierre habituelle, frottant les uniformes d'enfants jusqu'à ce que ses poignets lui fassent mal. L'eau froide engourdissait ses doigts, mais son esprit restait brûlant de questions. Quelqu'un qui aurait dû revenir. Ces mots s'accrochaient à elle comme un vêtement mouillé. Sa mère avait parlé d'une promesse, sans jamais prononcer le nom de l'homme. Des pas s'approchèrent, lents, réguliers, pas le piétinement négligent des garçons du village. Amina continua de laver, faisant semblant de ne rien remarquer. Amina appela une voix grave. Elle se figea, puis releva la tête. C'était lui. Grand, calme, vêtu simplement, mais une force discrète se lisait dans sa démarche. Ses yeux semblaient plus vieux que son visage, lourds de regret. « Vous êtes revenu » dit Amina, et ses mots sonnaient comme un reproche. Il hocha la tête. « Tu as dit que tu n'aimais pas les secrets. Alors je suis venu ouvertement. » Amina se leva, s'essuyant les mains sur son pagne. « Pourquoi êtes-vous ici, monsieur ?» Il jeta un regard vers le sentier où deux femmes faisaient semblant de ne pas écouter. « Pouvons-nous parler quelque part en privé ?» Elle marcha sur une courte distance jusqu'à un groupe de roseaux, et il la suivit, gardant une certaine distance entre eux. « Je m'appelle Oena, dit-il. La mâchoire d'Amina se crispa. « Oena, qui ?» Il expira lentement. « Oena Adawal. » L'estomac d'Amina se noua. Elle avait déjà entendu ce nom dans les rumeurs. Chef ceci, milliardaire cela, des histoires que les villageois répétaient comme si la richesse était un esprit. Elle scruta son visage et comprit. Il n'était pas un voyageur ordinaire. « Alors vous êtes l'homme dont tout le monde parle, dit-elle. « Je ne suis qu'un homme, répondit Oena. Et j'ai fait des erreurs. » Les doigts d'Amina se refermèrent sur son pendentif. « Vous avez demandé pour ceci. Qu'est-ce que cela représente pour vous ?» Le regard d'Oena se fixa sur le collier. « Je l'ai donné à ta mère. » Amina se figea. « Vous le lui avez donné ?» « Oui, répondit-il. Avant l'argent et les titres, j'ai rencontré ta mère, INM, en ville. Elle vendait du maïs grillé près d'un arrêt de bus. Elle n'avait rien. Pourtant, elle portait la dignité comme une reine. Je suis tombé amoureux de son courage. » Amina secoua la tête. « Ma mère ne m'a jamais dit qu'elle avait vécu en ville. »« Elle ne voulait pas que tu portes sa douleur, » dit Oena. « Nous avions des projets, continua-t-il. Je lui ai promis de revenir correctement. Quand j'ai reçu mon premier vrai salaire, j'ai acheté ce collier et je l'ai moi-même posé autour de son cou. Je lui ai dit que c'était la preuve de ma promesse. » La voix d'Amina monta. « Alors où étiez-vous quand elle mourait ?» Oena tressaillit. « Je poursuivais la vie que je croyais vouloir. Les opportunités sont arrivées et je les ai suivies. Je disais toujours bientôt. Bientôt est devenu des années. Puis mon monde s'est effondré. Ma mère est morte. Mon entreprise a failli disparaître. Et j'ai commencé à avoir peur de tout ce qui me rappelait INM. J'ai enterré le souvenir au lieu de l'affronter. » Amina se détourna, respirant difficilement. « Elle a attendu, dit-elle. Elle a attendu jusqu'à ce que sa toux devienne du sang. Elle a attendu jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se lever. Et malgré tout, elle m'a dit de ne pas voyer. » Oena fit un pas vers elle, s'arrêtant avant de la toucher. « Elle a parlé de moi ? Elle a parlé d'une promesse ?» Amina répondit avec amertume. « Elle a dit que l'homme n'était pas mauvais, seulement perdu. Elle a dit que ce collier me conduirait à la vérité, et qu'un jour la vérité me regarderait et se souviendrait. » Les yeux d'Oena se remplirent de larmes. Je me suis souvenu au moment où je l'ai vue. Avant qu'Amina ne puisse répondre, la voix de Ramona fendit les roseaux. « Amina !» Ramona marcha vers eux. Lorsqu'elle remarqua Oena, elle s'arrêta, puis força un sourire. « Bon après-midi, monsieur. Je ne savais pas que vous parliez avec ma nièce. »
L'estomac d'Amina se serra. La politesse de Ramona annonçait toujours des ennuis. Ohéna la salua d'un signe de tête. Le regard de Ramona tomba aussitôt sur le collier. Monsieur, cette fille est têtue. Elle porte cette chose comme si c'était de l'or. Je lui ai dit de l'enlever. Elle est jeune, elle ne connaît pas la valeur des choses. Les mains d'Amina se crispèrent. Le visage d'Ohéna se durcit. Ce collier lui appartient. Personne ne le lui enlèvera. Ramona cligna des yeux. Monsieur, les affaires du village sont différentes. Depuis la mort de sa mère, je la nourris, je la forme. Tout ce qu'elle possède. Me nourrir? Répliqua Amina. Tu me frappes. Tu me fais mourir de faim. Tu m'envoies laver des vêtements de l'aube à la nuit et tu appelles ça une formation. Sa voix porta loin. Deux femmes sur le sentier se retournèrent complètement. Un homme revenant des champs ralentis. Mama Kudara, revenant du marché, s'arrêta net et observa. Le visage de Ramona se déforma. Enfant ingrate. Ohéna se plaça entre elles. Ne la touchez pas. Une petite foule se forma, attirée par le choc et la curiosité. Mama Kudara s'avança. Laissez la fille parler. Nous l'avons vue souffrir. Ramona tenta de rire. Vieille femme, occupe-toi de ton piment. Les yeux de Mama Kudara flamboyèrent. La méchanceté concerne tout le monde. Ohéna se tourna vers Amina. Dis-leur ce que ta mère t'a dit. Amina avala sa salive. Ma mère s'appelait INM. Elle m'a dit que ce collier lui avait été donné par un homme qui avait promis de revenir l'épouser. Elle est morte en attendant. Elle m'a dit de ne jamais l'enlever, même quand la faim me tenterait. Des murmures s'élevèrent. Ramona cria, mensonge. Nain n'était rien. Ohéna fit face à la foule. Nain n'était pas rien. Elle était mon amour, et je l'ai abandonnée. Un silence lourd tomba. Puis Ohéna poursuivit. Demain matin, je reviendrai avec les anciens. Nous parlerons ouvertement. Quiconque a traité cette fille comme une malédiction entendra la vérité, et quiconque l'a maltraitée devra en répondre. Il fixa Ramona. Ramenez-la saine et sauve ce soir. Si elle arrive avec de nouvelles blessures, la police frappera à votre porte. Ramona hocha la tête trop vite. Oui, monsieur. Ohéna se tourna vers Amina. Je ne peux pas effacer des années en un seul jour, mais je peux enfin me tenir là où j'aurais dû être depuis longtemps. Amina serra le collier contre elle. Il lui sembla plus chaud sur sa peau, comme si la main de sa mère s'y posait. Autour d'elle, les villageois regardaient, certains honteux, d'autres choqués, d'autres soudain respectueux. Quand Ohéna s'éloigna, la foule s'écarta pour le laisser passer. Amina resta au bord de la rivière, le cœur battant, partagée entre la peur et un espoir étrange. Pour la première fois, elle n'était plus seulement la pauvre fille qui lavait le linge. Elle était une question que le village ne pouvait plus ignorer. Ramona ramena Amina à la maison en silence, l'orgueil blessé, les pas chargés de colère. À l'intérieur de la concession, elle tenta de reprendre le contrôle par de petites menaces. Elle lavait les assiettes trop fort, claquait les portes, marmonnait que les étrangers repartiraient et qu'Amina resterait sous son toit. Mais Amina ne dit rien. Elle s'assit sur sa natte, tint le pendentif dans sa paume et écouta la nuit. Pour une fois, la peur ne ressemblait pas à une chaîne. Elle ressemblait à une porte. Si les anciens venaient demain, le village entendrait tout, et Ramona apprendrait enfin que le silence n'est pas la même chose que la faiblesse. Et en elle, une pensée revenait sans cesse. Demain, la vérité aura un nom. Le matin se leva sur Odama dans un silence étrange et inquiet, un silence qui pesait sur la poitrine et rendait chaque respiration consciente. Même les oiseaux semblaient prudents, chantant doucement, comme s'ils sentaient le poids de ce qui allait arriver. Bien avant que le soleil ne se lève complètement, le village était éveillé. Les portes grinçaient plus tôt que d'habitude. Des femmes abandonnaient leur feu de cuisine à moitié allumé, laissant les marmites fumer. Des hommes qui auraient dû partir au champ traînaient dans leurs concessions, prétendant réparer des outils tout en tendant l'oreille. Quelque chose d'important allait se produire, et tout le village le sentait jusque dans ses os.
Amina n'avait pas dormi. Elle était restée assise toute la nuit sur sa natte de raffia, les genoux serrés contre sa poitrine, les doigts fermement enroulés autour du collier, comme s'il pouvait disparaître au moindre relâchement. Chaque souvenir de souffrance revenait par vagues. La faim qui brûlait son ventre, les coups qui laissaient des bleus, les insultes qui rongeaient sa dignité, l'eau froide de la rivière qui engourdissait ses mains crevassées. Aujourd'hui ressemblait au bord d'une falaise. Elle ne savait pas si elle allait tomber dans une douleur plus profonde ou enfin apprendre à voler. Quand l'aube arriva, Ramona ne cria pas. Cela troubla Amina plus que n'importe quelle gifle. Sa tante se tenait simplement à l'entrée, les bras croisés, le regard incertain et méfiant. « Va te laver » dit Ramona sèchement. « Change ton pagne. Les anciens ont convoqué tout le monde sur la place. » Sa voix n'avait plus sa cruauté habituelle, et ce silence parlait plus fort que la colère. Amina obéit sans un mot. Elle se lava le visage lentement, tressa ses cheveux avec soin malgré ses doigts tremblants, et noua autour de sa taille le pagne le plus propre qu'elle possédait. Elle toucha le collier en dernier, murmurant le nom de sa mère comme une prière. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, elle savait que sa mère le verrait, et cette pensée calma son cœur. La place du village était déjà bondée lorsqu'elles arrivèrent. Les anciens étaient assis sous le vieil arbre Aoko, les visages graves et impénétrables. Les femmes se regroupaient, murmurant nerveusement, les regards fuyants. Les enfants grimpaient sur les branches basses pour mieux voir, partagés entre excitation et confusion. Puis le bruit se fit entendre. Des moteurs profonds et feutrés entrant lentement sur la place. La poussière s'éleva lorsque 3 véhicules noirs s'arrêtèrent, leur carrosserie brillante contrastant avec la terre rouge d'Odouama. Le chef Oena Adawal descendit. Un souffle parcourut la foule comme un vent soudain dans des feuilles sèches. Cette fois, il n'y avait plus de faux-semblants. Il portait une tenue traditionnelle parfaitement taillée, simple mais clairement coûteuse. Sa posture était digne, les épaules droites, mais son visage ne montrait aucune fierté, seulement de la détermination, du regret et un but clair. Derrière lui suivaient des hommes importants, un avocat, un assistant, et des anciens d'un village voisin. Les yeux d'Oena balayèrent la foule jusqu'à ce qu'ils trouvent Amina. Lorsqu'ils se croisèrent, quelque chose de silencieux passa entre eux, reconnaissance, culpabilité et promesse. Il hocha lentement la tête, comme pour s'ancrer. Le chef du village se leva avec précaution. « Chef Oena Adawal, soyez le bienvenu. » Obina s'inclina profondément, surprenant beaucoup de personnes. « Merci. Je suis ici pour dire la vérité et assumer mes responsabilités. » Les murmures cessèrent aussitôt, engloutis par l'attente. « Il y a de nombreuses années, » commença Oena, en se tournant lentement afin que tous l'entendent clairement, « j'ai aimé une femme de ce village. Son nom était Inkem. » De légers chuchotements parcoururent la foule. Certains hochèrent lentement la tête, des souvenirs s'éveillant dans leurs regards. Elle était pauvre, mais riche de dignité, poursuivit-il. Je lui ai promis le mariage. Je lui ai promis de revenir. J'ai échoué. La poitrine d'Amina se serra douloureusement, comme si des mains invisibles lui comprimaient le cœur. J'ai poursuivi le succès et laissé la peur me réduire au silence, dit Oena, la voix ferme mais tendue. Quand j'ai enfin trouvé le courage de revenir, elle n'était plus là. Elle est morte en attendant. Une femme sanglota à voix haute en se couvrant la bouche. Mais Inkem n'a pas quitté ce monde les mains vides, continua Obina. Elle a laissé derrière elle une fille. Le choc explosa sur la place. Les têtes se tournèrent dans tous les sens avant de s'arrêter sur Amina, dont les jambes se mirent soudain à trembler. Obina s'avança jusqu'à se tenir juste devant elle. Il leva doucement la main vers sa poitrine. « Ce collier est la preuve de ma promesse. Je le lui ai donné moi-même. » Ramona recula en titubant, manquant de tomber, l'incrédulité peinte sur le visage. Puis Oena fit quelque chose que personne n'attendait. Il tomba à genoux. Un cri traversa le village. Les femmes l'agrippèrent leurs pagnes, choquées. Les hommes restèrent figés, la bouche ouverte, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. La poussière salit les genoux d'Oena tandis qu'il s'agenouillait complètement devant Amina, la tête profondément inclinée dans l'humilité. « Je ne peux pas m'agenouiller devant la tombe d'Inkem, »
dit-il, la voix désormais brisée. Alors je m'agenouille devant son héritage vivant. Des larmes brûlantes et incontrôlables coulèrent librement sur le visage d'Amina. Je suis désolé, continua Ohéna. Désolé que tu aies grandi dans la faim. Désolé que tu aies été battu et humilié. Désolé que le village t'ait traité comme si tu n'étais rien. Mon absence a créé ta souffrance, et je ne fuirai pas cette vérité. Ramona s'effondra à genoux derrière Amina, secouée de sanglots, son orgueil enfin réduit en miettes. Obina releva lentement la tête. Je ne m'agenouille pas par pitié, mais par responsabilité et par amour. Il glissa la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Lentement, délibérément, il l'ouvrit. À l'intérieur reposait une bague simple mais élégante, modeste, mais chargée de sens. Amina, dit-il doucement, si tu l'acceptes, je veux t'épouser. Pas par charité, pas en compensation, mais parce que je te choisis. Et si tu refuses, je te protégerai quand même pour le reste de ma vie. La place entière retint son souffle. Les jambes d'Amina tremblaient tandis que les souvenirs l'envahissaient. La rivière, l'eau froide mordant sa peau, la voix de sa mère lui disant de ne jamais enlever le collier. Elle regarda Ohéna non pas le milliardaire, non pas l'homme puissant, mais l'âme brisée agenouillée devant elle. « Lève-toi » murmura-t-elle. Ohéna se releva lentement, sans jamais quitter ses yeux. « Je ne connais pas ton monde » dit Amina d'une voix ferme, gagnant en assurance. « Je ne connais que la souffrance. Si je dis oui, ce ne sera pas à cause de l'argent. » Ohéna hocha solennellement la tête. « Tu dois me promettre, poursuivit-elle, de ne jamais faire taire ma voix, de ne jamais utiliser ton pouvoir contre moi, et de ne jamais oublier d'où tu m'as trouvé. » Ohéna posa la main sur sa poitrine. « Sur ma vie. Je te le promets. » Amina inspira profondément, tout le village suspendu à son souffle. « Oui, dit-elle. Je t'épouserai. » Le village explosa de cris et d'émotions. Les femmes hurlèrent et poussèrent des you-you d'incrédulité. Les hommes applaudirent et crièrent des louanges. Mama Kudara pleura à chaudes larmes, les mains levées vers le ciel. Obina glissa la bague au doigt tremblant d'Amina et la serra contre lui tandis que la foule rugissait de joie et de stupeur. Ce jour-là, la pauvre fille de la rivière devint une future épouse, et le milliardaire comprit que la rédemption est la plus grande richesse devant laquelle un homme puisse s'agenouiller. Les jours qui suivirent semblèrent irréels à Amina, comme si elle était sortie de son propre corps pour regarder une autre fille vivre sa vie. Odama ne la regardait plus avec mépris ou impatience. Les gens la saluaient désormais avec précaution, pesant leurs mots, craignant de dire ce qu'il ne fallait pas. Certains souriaient trop largement, forçant la gentillesse. D'autres baissaient la tête, honteux. La même rivière coulait toujours silencieusement à la lisière du village, mais Amina savait qu'elle ne s'y agenouillerait plus jamais pour laver le linge des autres par nécessité ou humiliation. Le chef Ohéna tint parole avec la rigueur d'un homme déterminé à ne plus jamais échouer. Avant même que le soleil ne se couche le jour de sa demande, les anciens furent convoqués, des déclarations furent recueillies et des vérités longtemps enfouies furent enfin dites à haute voix. Ramona s'assit devant le conseil, tremblante, son arrogance arrachée comme une vieille couche de peinture. Les voisins témoignèrent des coups, de la faim et des insultes. Mama Kura parla en dernier, la voix calme, mais lourde de toutes ces années passées à observer l'injustice. À la tombée de la nuit, Ramoda reçut l'ordre de quitter le domaine qu'elle avait dirigé avec cruauté. Elle supplia ouvertement, mais Amina resta silencieuse. Elle avait appris que la justice n'exige pas toujours la vengeance, seulement la vérité. Ce même soir, Amina quitta Odama pour la première fois de sa vie. Tandis que la voiture s'éloignait du village, elle posa son front contre la vitre, regardant la terre rouge disparaître au loin. Elle ne ressentait ni fierté ni amertume. Elle ressentait un soulagement, comme des chaînes qui tombent sans bruit. La route devant elle était inconnue, mais pour une fois, elle ne lui faisait pas peur. Ohéna était assis à ses côtés en silence, lui laissant de l'espace, lui permettant de respirer sa nouvelle réalité sans pression ni attente. La ville la submergea d'abord. Les immeubles immenses transperçaient le ciel, les lumières refusaient de dormir, et la circulation bourdonnait sans fin comme un océan agité.
La demeure d'Obéna était vaste. Pourtant, il ordonna au personnel de traiter Amina avec douceur, non comme une possession, mais comme une femme en train de s'adapter à un choc profond. On lui donna sa propre chambre, simple et chaleureuse. Cette nuit-là, Amina dormit profondément pour la première fois depuis des années. Ses rêves étaient libérés de la faim, de la peur et des cris. Les jours devinrent des semaines, et les semaines se transformèrent peu à peu en paix. Ohéna insista sur la patience, refusant de précipiter sa guérison. Il encouragea Amina à apprendre, à poser des questions, à se découvrir au-delà de la simple survie. Elle apprit à lire correctement, à parler avec assurance, et à s'asseoir à une table sans craindre d'être chassée. Pourtant, elle n'enleva jamais le collier. Il resta contre sa peau, rappel de ses origines et de la raison pour laquelle sa vie avait de la valeur. Les préparatifs du mariage commencèrent discrètement, puis évoluèrent vers une célébration mesurée. Ohéna refusa toute extravagance qui aurait éclipsé le sens de l'événement. Qu'il honore son parcours, insista-t-il. Des créateurs allaient et venaient. Les tissus furent choisis lentement, chaque détail respectant le confort d'Amina. Lorsqu'elle enfila sa robe de mariée pour la première fois, elle pleura non à cause de sa beauté, mais parce qu'elle n'avait jamais imaginé mériter quelque chose d'aussi doux, d'aussi pur, et pensé uniquement pour elle. Le jour du mariage arriva baigné d'une lumière douce. Le lieu surplombait une large rivière, calme et brillante comme un souvenir. Les invités remplirent l'espace, des personnes puissantes se tenaient aux côtés de villageois qui l'avaient autrefois ignorée. Lorsqu'Amina s'avança, ses pas étaient assurés, son cœur plein. Arrivée à l'hôtel, Obina l'attendait, le regard ouvert et humble. Il ne voyait pas une fille pauvre. Il voyait la force, le pardon et un amour né de la vérité. Au moment des vœux, la voix d'Amina ne trembla pas. « Je viens à toi sans peur, dit-elle. J'apporte mon passé avec moi, non comme une honte, mais comme la preuve que l'amour peut trouver les endroits brisés. » Ohéna répondit, les larmes aux yeux. « Je te choisis chaque jour, non comme une rédemption, mais comme un destin. » Lorsque la bague glissa à son doigt, les applaudissements retentirent dans toute la salle. Puis vinrent la musique, les rires et la danse. Pourtant, la joie d'Amina resta calme et profonde. Elle n'était pas enivrée par la richesse ni par l'attention. Elle était enracinée dans la dignité. Pour la première fois, elle s'appartenait. Plus tard dans la soirée, elle se tint seule quelques instants près de la rivière, à côté du lieu de la cérémonie. Ohéna la rejoignit, passant doucement son bras autour de ses épaules. « Est-ce que ça te manque ?» demanda-t-il à voix basse. Elle sourit doucement. « Non, mais je le respecte. » Elle toucha son collier. « C'est lui qui m'a mené jusqu'ici. » Obéna hocha la tête. « Et il m'a rappelé l'homme que j'étais censé devenir. » Ils retournèrent à la célébration main dans la main. La nouvelle du mariage se répandit rapidement dans les villes et les villages. À Odama, les habitants se rassemblèrent autour des radios et des téléphones, regardant les images de la jeune fille qu'ils avaient autrefois méprisée, désormais rayonnante aux côtés d'un homme puissant. Certains pleurèrent ouvertement, d'autres baissèrent la tête, remplis de regrets. La berge de la rivière demeura silencieuse, gardienne de secrets. Mais le village n'oublierait jamais ce dont il avait été témoin. Quelques semaines plus tard, Amina retourna une fois encore à Odama, non avec colère, mais avec grâce. Elle fonda une organisation pour soutenir les jeunes filles contraintes au travail et privées d'éducation. Mama Kudara en devint la première protectrice. Lorsqu'Amina visita la rivière, elle se tint droite, murmura le nom de sa mère et déposa des fleurs sur la berge. Elle ne regarda pas en arrière avec douleur. Elle regarda vers l'avenir avec détermination. La pauvre fille de la rivière était devenue une femme de choix, de voix et d'amour. Et le collier avait enfin tenu sa promesse. Morale de l'histoire, ne jugez jamais une vie à travers la pauvreté ou l'apparence. La bonté, la patience et la dignité peuvent survivre aux souffrances les plus dures. Et la vérité trouve toujours son moment. Quand les gens assument leur passé et placent l'humanité au-dessus de l'orgueil, les destins brisés peuvent être guéris, et la grandeur peut s'élever de la poussière. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire puissante.
Le parcours d'Amina nous rappelle que le destin peut naître de la souffrance et que la vérité peut réécrire le passé. Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez et laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires africaines émouvantes et activez les notifications pour ne rien manquer de la suite.